Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La Quotidienne. Les députés béninois ont adopté à l'unanimité, donc ce mardi 4 octobre 2022, la loi 2022-19 portant modification et complétant la loi portant code de procédure pénale en République du Bénin. Cette loi adoptée par les parlementaires octroie au chef de l'État le pouvoir de suspendre donc les peines de prison. Quelle opportunité donc nous allons faire l'analyse avec notre consultant et analyste politique déjà avec nous, Hamzat Abdoulaye. Bonjour. Bonjour. La pleine forme et bienvenue ici sur ce plateau de Speedline Télévision. Merci et bonjour aussi aux téléspectateurs qui nous suivent ainsi qu'aux internautes. Voilà. Quelle est l'opportunité d'abord quand nous prenons d'abord l'acte posé par les députés, qu'est-ce que nous pouvons comprendre d'abord par là? Écoutez, les députés sont dans leur rôle, à savoir de voter les lois, et ils ne sont que dans cette posture, ils sont là pour ça. Et pour aller dans le fond des choses, c'est que quand une loi se présente, bon, on sait la procédure, soit c'est le gouvernement qui propose, soit c'est les députés également qui le font. Mais dans les deux cas, c'est que les députés sont confrontés au vote de la loi. Et c'est ce qui s'est fait en l'occurrence par rapport à cette loi dont le vote a lieu ce mardi. Dans le cas précis, il s'agit d'un projet de loi, donc c'est le gouvernement qui a proposé l'acte. C'est le gouvernement qui a proposé le projet. Et ce projet, écoutez, même dans les grandes démocraties, ça se passe. C'est-à-dire, à un certain moment, certaines lois sont confrontées à la réalité, à l'évolution, et on est parfois amené à les modifier, à les retoiletter comme d'autres le disent. Donc, je pense que par rapport à cette loi qui concerne le code pénal, il était temps d'apporter cette touche nouvelle à la loi. La question est de savoir est-ce que c'est pertinent ou pas par rapport à l'évolution aujourd'hui de notre société béninoise. Et nous allons en parler. Quelle est l'opportunité aujourd'hui de cette loi votée? Oui, l'opportunité, elle est là. Si vous jetez un peu le regard sur cette loi, bien sûr, les phares ou les lumières sont allumées sur le fait que ce soit le président qui permette justement la suppression, je vais dire, des peines. Oui, mais il ne s'agit pas que de ça. Ce projet de loi concerne aussi d'autres dispositifs qui concernent par exemple l'abolition effective de la peine de mort, par exemple, à l'instar d'autres États africains qui ont sauté le verrou. Donc, c'est des avancées. Comme je le disais, c'est une évolution. La loi, toucher à une loi, c'est participer à cette évolution. Donc, c'est ça la dynamique. Actualiser un peu. Exactement. C'est d'actualiser un peu comment le dispositif est fait, comment... enfin, c'est plus ou moins toucher à la forme et au fond de la chose pour permettre justement aux citoyens d'en bénéficier et à la société de façon plus globale d'en bénéficier. Quant à la portée de cette loi, on peut souligner aussi que ça traduit une ultra-puissance du chef de l'État. Déjà, la démocratie permet au chef de l'État de gracier. Pas de gâcher. De gracier, de grâce présidentielle. Exactement, de gracier, exactement, de gracier des personnes qui ont été condamnées par la justice, mais la loi encadre ce dispositif aussi. Donc c'est au sein de la démocratie qu'on voit ce genre de dispositif, c'est pas nouveau, mais cette modification apporte une touche de réforme qui est un peu compliquée à l'analyse à partir du moment où si le chef de l'État a le pouvoir de supprimer une décision de justice qui condamne justement quelqu'un, eh bien, on se dit à quoi sert alors la grâce présidentielle? Voilà, c'est vrai que la grâce présidentielle, on a souvent recours à la grâce présidentielle qu'en forme peut-être de crimes sur de longue durée, sur des crimes très graves, où on voit le chef de l'État apporter sa grâce justement à cause de l'effet du temps ou à cause de l'effet populaire, qui est souvent dû à l'information. Mais on n'en est pas là par rapport à la suppression. Par contre, ce qu'on peut noter aussi, c'est que la suppression dont il est question concerne deux dispositifs très principaux, on va dire, le social et l'humanitaire. Voilà. On ne sait pas exactement la portée quand la loi évoque
humanitaires, des raisons humanitaires et sociales, eh bien, on se dit où se trouve la juste limite pour comment définir d'abord ces deux concepts-là, voilà. Dans quelles conditions on peut parler d'humanitaire et dans quelles conditions on peut parler de social aussi? Alors, je pense que la loi va mieux expliquer ce volet lié à la frontière exacte qui permet de les limites du chef d'État. Exactement. Pas des limites. La loi encadre. La loi encadre, puisque le chef d'État ne va pas se lever du jour au lendemain pour prendre ce genre de décision. Non, il va le faire avec le concours, bien entendu, de la justice. Et c'est de commun accord. Mais je trouve aussi que nous sommes dans un système où le président prend de plus en plus de pouvoir. Il faut le reconnaître, il faut avoir aussi la largesse de le reconnaître. Mais ce surplus de pouvoir fait en sorte que la démocratie va dans le bon sens. Vous trouvez que ça donne encore plus de crédibilité à la démocratie lorsque c'est le chef d'État qui a tous les pouvoirs? Alors, parce qu'on dit le pouvoir du peuple, et exercé par le peuple également, la démocratie, mais là c'est un individu, c'est le chef de l'État, c'est lui qui décide de tout. Mais dans ce système, eh bien, la surpuissance relève forcément de l'État central, de l'exécutif. Les autres sont un peu là pour le décor, entre griffes, mais ce n'est pas vraiment ça, puisqu'il existe, pour élire les députés par exemple, il existe des élections libres et transparentes en principe, mais pas le système présidentiel, c'est que le chef de l'État a la possibilité de contrôler les autres institutions. C'est pas qu'au Bénin que c'est arrivé même dans les grandes démocraties. Quand le président Donald Trump était encore au pouvoir, on l'a vu, il a eu la possibilité d'élire les juges constitutionnels qui sont le dernier ressort en matière de décision de justice. C'est le système qui a fait que c'est comme ça. Et si cette loi permet que le chef d'État supprime des décisions de justice, ou plutôt supprime des peines de la justice, c'est que c'est le système qui le lui permet. Et de là dire que c'est pas ce qu'il faut, ou de là dire que le chef de l'État a trop de pouvoir, je trouve que oui, il a trop de pouvoir, mais c'est le système qui lui permet cela, et cela va de soi, j'allais dire, parce que ça permet à la démocratie de mieux vivre. Cela ne dénature pas un peu le rôle des juges eux-mêmes, des juristes, parce que lorsque vous faites votre travail et qu'après il revient à un président de la République de venir remettre ça, pas remettre ça en cause, mais dit voilà, j'ai le pouvoir de supprimer, de suspendre votre décision et de donner la liberté peut-être à un citoyen. N'est-ce pas là un peu dénaturer un peu le rôle d'abord des juges? Est-ce que nous ne tendons pas vers l'ère où le président de la République peut être aussi juge et siéger au niveau de la Cour? Écoutez, toute réforme est toujours sujet à des critiques, est toujours sujet à ce genre de questions que vous posez et que beaucoup de gens se posent. Et cela va de soi aussi. Mais il faut rester dans la juste mesure des choses. Quand la loi permet au chef d'État, par exemple, d'effectuer des grâces, personne ne s'est levé et a dit que ça empiéterait sur les décisions de la justice. Certes, ça existe. C'est-à-dire que ça ressemble à un conflit, mais c'est toujours le chef de l'État qui l'emporte. Parce que s'il décide de gracier un détenu, un condamné, eh bien, la justice prend juste acte. Et même si on dit que la loi l'encadre... Ça s'impose à elle. Exactement, cela s'impose à elle. La loi permet également aux députés de prendre des mesures de loi d'amnistie pour aussi aller dans le sens... C'est un peu ça le jeu de la démocratie, le pouvoir et le contre-pouvoir. Donc les députés aussi ont ce pouvoir de prendre une loi d'amnistie pour suspendre ou éliminer de façon définitive une décision de justice. Mais quand ça arrive aussi, on ne dit pas que les juristes se sentent primés. Non. Donc c'est une évolution qu'on va bien devoir accepter. Trop de pouvoir, je l'ai déjà dit en début, oui, trop de pouvoir, mais ça permet à la démocratie de mieux vivre, ça permet à notre système aussi de mieux vivre, puisque au début, évidemment, il y aura des critiques, il y a des critiques qui justifient cette mesure, oui, c'est vrai, mais quand on prend aussi les arguments proposés, eh bien, on se rend compte que ce n'est qu'une réforme de plus.
Et c'est à notre société, c'est à notre sociologie béninoise de pouvoir être en mesure de l'accepter de façon progressive pour l'intégrer de façon définitive. Et selon le texte voté par l'Assemblée nationale, cette suspension est faite à la requête de la personne condamnée pour une durée et ne saurait excéder 5 ans civils. 5 années civiles renouvelables une fois. Aucune suspension de l'exécution de la peine ne saurait excéder 10 ans, mais lorsqu'après le renouvellement, la durée de 10 années est expirée, la suspension produit donc les effets d'une grâce présidentielle. Oui, c'est pour ne pas dire qu'après le renouvellement 2 fois de cette, je vais dire, suspension, du chef de l'État d'une décision, enfin d'une condamnation pour les raisons qu'on connaît déjà, et bien après deux fois, c'est bien ça, hein, oui. 2 fois, cela deviendra automatiquement une grâce présidentielle. C'est complexe de faire l'analyse parce qu'on se dit pourquoi ne pas faire la grâce présidentielle simplement, mais on sait aussi qu'un chef d'État au Bénin peut faire au maximum 10 ans. 10 ans, voilà. Au maximum. Okay, donc il faut aussi prendre ça en compte. Si un chef d'État, je prends l'exemple du président Talon, en supposant qu'il prenne cette mesure dans les mois à suivre pour quelqu'un qui est condamné pour beaucoup plus longtemps, et il suspend donc cette condamnation pour 5 ans. Pendant 5 ans, il ne sera plus là après ces 5 ans. Donc automatiquement, enfin ce ne sera pas automatique, mais on laisse la possibilité à la justice peut-être, si rien n'est fait, de peut-être revenir sur ce cas et de mieux faire justice, parce qu'on le sait, la justice n'est pas souvent ce qu'on pense, elle n'est pas souvent équitable. Et on dit souvent aussi que c'est le temps seulement qui permet au juge de pouvoir mieux être dans sa veste, parce que parfois on prend des décisions, la justice prend des décisions faute d'éléments dont elle devait disposer, et ça rend des décisions ou des jugements erronés. Voilà. Et on voit du côté des prisons beaucoup de personnes emprisonnées pour des crimes non commis. Oui, on peut dire des crimes non commis, mais c'est beaucoup plus ça. Ils sont enfermés parce que voilà, il y a des erreurs, il y a eu des erreurs lors de la procédure et tout ça. Donc cette nouvelle disposition va faciliter la chose d'une façon ou d'une autre, parce que on parle de l'aspect humanitaire, on parle de l'aspect aussi lié à le deuxième aspect. C'est lequel déjà? La suspension produit les effets d'une grâce présidentielle. Exactement. Donc la suspension dans le cas où il s'agirait de 10 ans, cela durerait 10 ans, le renouvellement. La durée de 10 années est expirée. Et lorsque cette durée est expirée, la suspension produit donc les effets d'une grâce présidentielle. Ce qu'a souligné le compte rendu. Et aussi, ce qui donne un peu de crédit à cette loi, c'est que c'est écrit que cette suspension est faite à la requête de la personne condamnée. Donc ce n'est pas le président qui choisit juste, qui dit voilà, telle personne, selon le jugement, c'est pas le président qui définit d'abord ceux qui vont bénéficier de cette condition exceptionnelle-là, mais c'est plutôt la personne condamnée qui fait d'abord la demande. Oui, d'où aussi, comme je le disais, quand la loi elle évolue, eh bien, je pense que c'est ça la dynamique, permettre aux condamnés quand même de saisir. Et là, on sort un peu du cadre de la justice, parce que la justice a tout un scénario qui s'impose. Exactement, qui s'impose à la personne qui est condamnée. Il y a des voies de recours, il y a l'appel, ensuite l'appel. Enfin, tout est bien défini. Sauf que là, on permet, à titre exceptionnel, bien sûr, si ça reste dans le couloir humanitaire et social qui est évoqué, eh bien, cette mesure peut être revue, ou cette condamnation peut être revue par le chef de l'État. Mais, comme je l'ai dit, on n'a pas lu la loi de fond en compte. Oui, c'est vrai aussi. Donc, il est très important qu'on prenne notre temps et qu'on puisse faire une analyse objective de cette loi. Et en faisant cette analyse, je suis certain que beaucoup vont comprendre qu'en fait, que cette disposition n'était
qu'une réforme de plus pour améliorer certainement l'environnement judiciaire qu'on critique, comme je le disais tantôt, parce que beaucoup d'erreurs judiciaires ont été effectuées ces dernières décennies. Et ce n'est pas une chose qui est nouvelle, tout le monde le sait. Et lorsque nous voyons un peu la l'actualité politique béninoise, beaucoup font déjà cette liaison entre déjà les gros cailloux, les condamnés, en tout cas ceux qu'on appelle les prisonniers politiques actuellement au pays et ceux qui sont aussi en exil. D'aucuns disent que voilà, c'est déjà peut-être une porte ouverte à leur libération. Oui, écoutez, toute nouvelle réforme laisse toujours place à des supputations, laisse toujours place à des critiques, comme on l'avait dit tantôt, ou laisse aussi place à des prophéties, comme c'est le cas actuellement. Mais il n'est écrit nulle part sous cette disposition enfin, issu de ce. Et vous, en tant qu'analyste politique, est-ce que déjà vous ne voyez pas de ces possibilités-là? Écoutez, si on s'en réfère à l'histoire politique, je vais dire, depuis l'avènement du chef de l'État, Patrice Talon, jusqu'à l'heure où nous parlons, eh bien, on se rend compte que ce genre de dispositif ne devrait pas aller dans le sens des opposants politiques. Je ne pense pas que ce soit une disposition politique. C'est une disposition qui est globale. Et quand on dit global, on peut peut-être intégrer les détenus politiques, mais ce n'est pas spécifiquement créé pour des détenus politiques. Ils peuvent en bénéficier. Alors, lorsqu'on regarde un peu, on lit un peu entre les lignes, on voit déjà, ils parlent de social, d'humanitaire, sont déjà ces conditions, ils remplissent ces conditions-là, déjà qu'ils ne reconnaissent pas eux-mêmes d'abord leur condamnation, alors que c'est dit que c'est la personne condamnée même qui souhaite, qui demande, qui fait la requête, tout ça là. Alors il y a une précision très importante, ça concerne uniquement les condamnations en correctionnel. Voilà. Par contre, les détenus politiques, je ne sais pas de qui vous voulez parler, mais ces détenus politiques-là qui sont condamnés pour des crimes, 20 ans, 10 ans, par exemple. Non, pour des crimes, qui sont condamnés en criminel, ne pourraient pas en bénéficier, puisque correctionnel et criminel, c'est pas du tout. Exactement, ils seront d'office. C'est pour ça que je dis, c'est pas créé d'office ou spécifiquement pour une catégorie de personnes données. Non, ça va au-delà d'une classe ou d'une catégorie donnée. Je pense que c'est plus globalisé et quand c'est des peines correctionnelles, c'est plus simple en fait. Donc la précision est très notable à ce niveau. Ce n'est pas une disposition qui est créée pour libérer ou contourner la justice, parce que si ça aurait pu se faire une grâce pour ce genre de cas, c'est beaucoup plus simple, même si la grâce n'enlève pas la condamnation de votre casier. Pareil pour la suppression aussi, ça ne va pas supprimer de votre casier judiciaire votre peine. De condamnation. Exactement. Donc, l'histoire gardera que voilà, vous avez été condamné pour tel nombre. Oui, ça reste. À moins que vous bénéficiez d'une amnistie, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, quand vous êtes gracié par le chef de l'État, ou si vous bénéficiez de cette nouvelle disposition de la loi, eh bien, vous ne pourrez pas, par exemple, en parlant des politiques, vous ne pourrez pas participer aux élections. A priori, vous ne pouvez pas, puisque la suppression de facto fait en sorte que vous ne serez plus sous le joug de la peine, de la condamnation, vous ne serez plus sous son joug, mais... vous restez toujours un condamné. Exactement. Il y a aussi ce qu'on observe, est-ce que vous voyez que dans le procès, dans la manière dont cette loi est allée vers l'Assemblée nationale, a été votée, tout ça, est-ce que vous voyez que les hommes de la loi, même les juristes, les juges même ont été impliqués? Est-ce qu'on ne sentira pas dans un futur proche quelques crises entre le politique et ceux-là, le judiciaire? C'est une question qui est d'actualité. On parle souvent du conflit entre les différents pouvoirs. C'est réel, ça se passe. Mais écoutez, nous sommes dans une démocratie et il y a les voix et recours pour que chacun puisse s'exprimer. Chacun
à son couloir. On est parti sur la base de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, a priori, ne devrait pas se mêler des décisions de la justice, tout comme le pouvoir législatif ne devrait pas se mêler des autres pouvoirs. Les institutions devraient être séparées. C'est ça qu'est la démocratie. Mais avec l'évolution, on se rend bien compte, comme je l'avais dit au début, que le chef de l'État, dans les systèmes présidentiels, semi-présidentiels, dispose de cette capacité à influer sur les autres institutions, sur les autres pouvoirs. C'est un fait aussi. Mais on doit pouvoir rester fidèle à nos tests référents. Et nos tests référents nous disent quoi? On doit toujours être fidèle à la séparation des pouvoirs. Donc chacun devrait rester dans son couloir au fur et à mesure. Peu importe les évolutions, peu importe les réformes, ça devrait demeurer. Donc vous trouvez que le gouvernement, en agissant ici, n'a pas en tout cas, n'a pas mal à faire, n'a pas mal agi? Je me répète, je vais me remordre la queue. Le gouvernement est certainement dans une dynamique de réforme. Une dynamique de réforme qui participe... Des réformes doivent aussi être un peu plus consensuelles. Oui, écoutez, ce type de dispositif va dans l'avantage de qui? De la société d'une part, et aussi des individus, donc des citoyens d'autre part. Donc, quand vous parlez de consensus, qui fait le consensus? C'est l'individu et la société. Donc, oui, pour moi, ça va dans leur sens. C'est à leur bénéfice. C'est à chacun de pouvoir connaître ce dispositif déjà, savoir comment s'en saisir, quand il le faut, comment il le faut. C'est aux juristes aussi, hein, parce que quand on dit le condamné peut saisir le président pour peut-être bénéficier, eh bien ce ne sera pas lui, ce sera sûrement un avocat, ce sera sûrement un collège d'avocats qui pourrait... Donc ce sera donc la machine judiciaire qui va quand même faire ce genre de choses. Donc globalement, ça va dans l'intérêt de la société et des individus. On va aborder un petit point qui est propre également à pratiquement beaucoup de lois votées au Bénin. Les lois se votent, mais la vulgarisation, est-ce que le Béninois lambda, mon frère d'Abomey, en tout cas du fin fond au nord là-bas, pourrait... mais comment faire maintenant pour que ces personnes-là puissent avoir l'information pour vraiment bénéficier de ces lois-là? Il est du ressort du gouvernement de faire en sorte que quand une loi est promulguée, eh bien, cela puisse aller même au fin fond des couches les plus perdues du Bénin, si je peux m'exprimer ainsi. C'est du ressort du gouvernement, c'est du rôle de l'exécutif. Donc, passer par les canaux de communication, les médias, c'est certain que tout le monde ne pourra pas être en mesure d'être au courant de ce fait. Et c'est des choses qui arrivent. Mais on a aussi un appareil judiciaire. C'est souvent l'appareil judiciaire qui, parfois, éduque les individus. Donc, c'est du rôle et du ressort de l'appareil judiciaire aussi de communiquer par rapport à ce fait. Et quand je parle de l'appareil judiciaire, j'inclus les juges, les avocats, les magistrats et tout ce qui va avec. Après, c'est aussi le rôle de l'individu de s'éduquer suffisamment pour maîtriser le minimum face à ce genre de situation. Donc on ne peut pas dire ou être certain que cela ira au fin fond des couches les plus perdues en griffes, comme je le disais au Bénin. Mais ce qui est certain, c'est que le maximum sera fait pour que la masse quand même puisse se l'approprier et en faire une bonne utilisation. Merci beaucoup, M. Hamzat. Tout ce qui passe vient du gouvernement et qui passe par l'Assemblée nationale passe comme une lettre à la poste. Oui, je l'ai souligné d'ailleurs dans un article publié récemment. Les lois au Bénin depuis quelques années sont un peu comme des lettres à la poste, comme l'expression le dit. Est-ce qu'on doit s'en réjouir? Est-ce qu'on doit s'en attrister? Tout dépend du contexte. C'est pour ça que je dis on doit toujours mettre en place ou mettre en exergue le contexte. Ce n'est que le contexte qui pourrait nous guider par rapport à ce type de choses. Et dans l'état actuel des choses, est-ce que vous vous sentez pas bien dans votre peau? Ils sont dans leur rôle. Je ne vous laisse pas répondre. Oui. Enfin, je sais que c'est des questions compliquées à répondre, mais c'est juste pour vous mettre devant un fait. Le fait, c'est que voilà, les lois, ça passe pour l'intérêt collectif, pour l'intérêt individuel des citoyens aussi. Et qu'on le veuille ou pas,
il y a toujours une influence derrière la proposition des lois. C'est comme ça. Soit c'est un parti sous d'autres sphères, soit c'est un président sous d'autres sphères aussi, comme ici. Donc c'est le cas. Mais on doit toujours mettre en avant... Est-ce que vous trouvez que les députés font vraiment le travail, s'approprient vraiment le contenu de ces lois-là avant de les voter? Ça passe très vite, on dirait. Écoutez, il y a toujours un travail minutieux qui est fait. Ne prenez pas... On ne doit pas prendre en compte... Le délai? Non, pas le délai. On ne doit pas prendre en compte la médiatisation qui est faite en 2 semaines, 3 semaines. Non, c'est un travail de fond. Si on vous disait que cette loi a été étudiée depuis 2 ans, qu'allez-vous dire? Donc, c'est des choses qui se font de façon très souterraine. Des spécialistes étudient la question, essaient de voter le pour et le contre, d'y apporter des modifications, des améliorations. Et ensuite, évidemment, les députés font leur travail. Et au sein de l'Assemblée nationale, il y a plusieurs séparations qui se permettent d'étudier ce genre de choses. Donc, des commissions, j'allais y venir. Ouais. Exactement. Donc, des collections sont constituées en fonction des thématiques, des projets de loi qui parviennent. Et c'est comme ça fonctionne. Donc, on peut dire hein, que puisque toutes les lois qui sont passées depuis l'avènement du président Talon, pratiquement toutes les lois sont passées à l'unanimité. Mais on peut aussi l'analyser sous d'autres aspects. L'Assemblée nationale est une assemblée qui est acquise à la cause du président de la République, c'est aussi un fait. Ailleurs aussi, vous pourriez le constater, hein, il y a des assemblées qui sont unicolores ou monocolores, comme d'autres le disent, juste parce que les élections se sont faites de sorte que celui qui s'est le plus investi sur le terrain a gagné politiquement. Je n'irai pas dans les détails, mais si on a une assemblée comme ça, c'est parce que derrière, quelque chose n'a pas marché. Mais aujourd'hui, on peut être satisfait quand même du travail qui est fait en amont, du travail souterrain. Quant au rôle des députés, ils ne font que le travail. Et ce sera donc pour, mesdames, messieurs, le bonheur du peuple béninois et c'est la démocratie béninoise qui en sortira donc gagnante. Merci donc à vous, Hamzat Abdoulaye, vous êtes consultant et analyste politique. Et merci d'être venu nous éclairer un peu par rapport à cette loi votée par les députés, les parlementaires à l'Assemblée nationale qui donne donc le pouvoir désormais au président de la République du Bénin de suspendre des peines de prison. Mesdames, messieurs, vous êtes servis. Je pense que le débat il peut continuer chez vous. Hein. Nous, on marque une pause, on va partir, mais notre départ n'est qu'un mouvement vers nulle part. On reste coché dans votre cœur. Histoire de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de votre émission La Quotidienne.